Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pour 90 minutes, comme tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h, vous le savez, pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et l'actualité de ce 5 juin 2024, c'est le début des commémorations du D-Day, la plus grande armada de l'histoire, lancée sur les côtes normandes pour libérer l'Europe de la barbarie nazie. Et à bord, ce jour-là, ce 6 juin 1944, des hommes jeunes qui d'un coup découvrent les côtes françaises. Nous sommes arrivés à environ 8 miles de la côte vers 6 heures du matin. Le jour commençait à peine à se lever et au loin, je pouvais voir la France. Je me suis dit que c'était vraiment pour cela que nous nous battions. Au début, c'était la Pologne, puis la France, et la voilà. Les 80 ans du débarquement de Normandie, c'est d'abord le temps du souvenir, mais aussi celui de la diplomatie, un peu des arrière-pensées politiques. On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, volontairement décalée de l'actualité, c'est un gros plan sur le dictateur syrien que je vous propose, Bachar el-Assad, qui a sur les mains le sang de plus de 500 000 personnes, est redevenu fréquentable pour la Ligue arabe, pour la Chine, mais aussi peut-être plus discrètement pour certains pays européens. Comment le boucher de Damas est-il revenu sur la scène internationale? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, cette première journée de commémoration avec 3 étapes pour Emmanuel Macron. Caen ce soir, Saint-Lô dans l'après-midi et puis ce matin dans le Morbihan. Plumelec, Sandra Cerquera. C'est à Plumelec, dans le Morbihan, que les commémorations du 80e anniversaire du débarquement ont débuté. Face aux unités d'élite présentes, Emmanuel Macron a rendu hommage aux maquisards bretons et aux premiers parachutistes qui lancèrent dans la nuit du 5 juin l'opération Overlord. Comme jadis les SAS océaniens, vous traversez les cieux, les océans, les mers, symbole de la vitalité de notre esprit de défense, alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Puis le chef de l'État s'est rendu à Saint-Lô, ville devenue un symbole, totalement détruite, bombardée en 1944 par les Américains pour contrer l'Allemagne. Emmanuel Macron a rendu hommage aux 13 000 victimes civiles des bombardements alliés lors du débarquement. 8 décennies plus tard, la nation doit reconnaître avec clarté et force les victimes civiles des bombardements alliés en Normandie et partout sur notre sol. Jeudi aura lieu la cérémonie internationale à Omaha Beach en Normandie. Point d'orgue de ces commémorations, 200 vétérans, souvent centenaires, 25 chefs d'État et de gouvernement, dont le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore Volodymyr Zelensky sont attendus sur place. Non conviés aux cérémonies, Moscou observera de loin les échanges entre occidentaux et ukrainiens. Hommage, diplomatie et arrière-pensée politique, c'est le programme de ces commémorations du D-Day. On en débat avec Olivier Paccaud. Bonsoir. Bonsoir bienvenue. Thomas. Vous êtes sénateur apparenté LR de l'Oise, professeur agrégé d'histoire-géographie. Alexandra Saviana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Express, auteur de ce livre, Les scénarios noirs de l'armée française, publié aux éditions Robert Laffont. Patrick Martin-Genier, bonsoir et bienvenue. Merci. Professeur bonsoir. à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, qui est lui publié aux éditions Studirama. On est également en duplex avec Guillaume Hiverneau. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes doctorant en histoire à l'université de Caen, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et j'accueille Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir, bienvenue Thomas. à vous, éditorialiste politique. Une question assez générale pour commencer, puis après on va un peu charpenter ce débat autour des 3 thèmes dont j'ai parlé, hommage, diplomatie et politique. C'est quand même un moment charnière, Olivier Paccaud, cet anniversaire du D-Day, pour de multiples raisons. Est-ce qu'il prend encore plus de sens avec le retour de la guerre en Europe? Est-ce que c'est d'abord ça ce qui vous vient en tête? Peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dates dans la Seconde Guerre mondiale, mais le 6 juin, c'est une date clé. Et on est tous des enfants du 6 juin, d'une certaine façon. Il y a eu l'opération Torche en novembre 1942, il y a eu une tentative de débarquement en août 1942 qui a échoué. Si le 6 juin n'avait pas réussi,
Dieu sait ce qui se serait devenu l'Europe. Bon. Et c'est vrai que c'est là que... Alors que de l'autre côté, les Russes aussi avancent. Hein. C'est effectivement la porte normande qui va permettre, après la libération de toute l'Europe, de la France bien sûr, et puis que la pieuvre nazie soit définitivement annihilée. Alors effectivement, il faut le célébrer. C'est le 80e anniversaire. Alors le 79e, on l'a moins célébré. Il faut le célébrer. Votre question, c'est peut-être qu'on en fait un peu trop, je ne sais pas, on verra après, mais c'est une date clé, oui. Alexandra Saviana, est-ce que c'est aussi un sommet du monde libre? On parle de 25 chefs d'État réunis, est-ce qu'il y a cette dimension? Il y a effectivement cette dimension avec la présence notamment de Volodymyr Zelensky sur le sol français aujourd'hui. Il y a donc 25 chefs d'État européens, il y a des chefs d'État, il y a des souverains aussi. C'est vraiment une rencontre diplomatique où des discussions vont pouvoir avoir lieu. On imagine sur l'avenir de l'Europe, sur l'avenir du conflit ukrainien. Joe Biden est là aussi. En fait, tous les acteurs du monde occidental sont présents aussi. C'est une manière d'intégrer plus que jamais, en fait, symboliquement, l'Ukraine dans l'Europe. Et le grand absent, évidemment, de cette cérémonie, c'est la Russie, qui n'existe même pas en délégation. Donc on a vraiment une espèce de décalque de ce qui s'est passé en 1944, sauf qu'aujourd'hui, l'ennemi, quelque part, c'est la Russie. Patrick Martin-Jeunier, l'absence de la Russie à ces commémorations, c'est une première, on ne pouvait pas faire autrement. Comment vous l'analysez ? Écoutez, il y a eu un revirement de la diplomatie française, parce qu'au début, on avait dit, on réfléchissait il y a un mois et demi, en disant, quand même, les soviétiques, à l'époque, ont permis de vaincre cette pieuvre nazie dont vous parlez. Ils ont contribué largement. Des millions de morts soviétiques. Des millions de morts soviétiques qui sont morts pour la liberté en Europe. Et donc, voilà. Mais j'ai cru comprendre de la part de l'Élysée qu'il y aurait quand même un hommage qui serait rendu, même en l'absence d'une délégation, sur un lieu symbolique, pour bien montrer, effectivement, qu'on n'oublie pas ce peuple qui s'est aussi sacrifié pour la liberté. Mais aujourd'hui, la diplomatie française et le président de la République a bien réalisé, vu effectivement les réactions négatives qui ont suscité cette possibilité d'inviter une délégation, il a renoncé à cela et je crois que c'est une bonne décision, une sage décision, parce qu'aujourd'hui, lorsque Vladimir Poutine commet des crimes de guerre, des crimes d'agression, on parle d'une logique génocidaire, il ne pouvait pas se permettre politiquement, alors que c'est un sommet du monde libre, de la liberté, d'inviter effectivement donc le président Vladimir Poutine, évidemment, mais même un représentant mais même, ça aurait été exactement la même chose. Qui pouvait-on Mais non, on ne pouvait pas inviter un représentant de l'ambassade de Russie. J'entendais ce matin le porte-parole de l'ambassade de Russie qui était en train de dire que si jamais des instructeurs français devaient aller sur le terrain, ce seraient des cibles légitimes. On ne pouvait pas se permettre d'inviter quoi que ce soit, car que ce soit un diplomate ou un autre, c'est un représentant officiel de la Russie, de Vladimir Poutine. Alors, on va ouvrir le chapitre hommage de ce débat, et avec vous, Guillaume Hiverneau, pendant que vous nous parlez, on va voir des images filmées par deux caméramens américains le 6 juin 1944 à Omaha Beach et Utah Beach. Ce sont des images qu'on a reçues grâce à nos confrères de l'agence France-Presse aujourd'hui. Les États-Unis qui seront évidemment omniprésents pendant ces commémorations. Évidemment, les États-Unis ont très longtemps été en fait mis en avant au cours de ces commémorations. J'aimerais quand même rappeler un élément historique, c'est que si on prend le jour du 6 juin 1944, parmi les troupes débarquées, vous avez 150 000 soldats alliés qui débarquent, et il faut quand même souligner que plus de la majorité, donc plus de 83 000 soldats, sont anglo-canadiens, et 70 000 soldats américains. Et à cela, il faut aussi ajouter que plus des 2 tiers de la flotte qui amène les alliés sur les terres normandes est sous commandement britannique. On les a un peu gommés parfois lors des commémorations. Les États-Unis ont d'une certaine manière obscurci en fait la mémoire britannique du débarquement. Et rien que pour donner peut-être un autre chiffre, si on prend les cérémonies internationales qui ont eu lieu au cours des anniversaires décennaux, des commémorations, depuis 1954, on se rend compte que seulement 3 fois, les Anglo-Canadiens ont été à l'honneur, en fait. Donc, vous voyez bien que c'est relativement peu. Et encore une fois, demain, la cérémonie internationale a lieu à Omaha Beach. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la commémorer, c'est pas ça, mais c'est pour vous montrer que les États-Unis, et ça a été aussi lié au fait que en fait, les commémorations ont évolué dans un contexte de guerre froide, les États-Unis ont pris le devant de cette scène commémorative pour l'anniversaire du débarquement en Normandie. Olivier Paccaud, ça vous choque? Non. Oui, non, pas forcément. Non, ça ne me choque pas, parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis n'avaient pas été attaqués
par l'Allemagne nazie. Ils sont attaqués par le Japon à Pearl Harbor. Leur sol n'est pas foulé par des troupes ennemies. Ils vont venir au secours de l'Europe. Et on a souvent tendance à peindre les méchants Américains en noir. Ils n'avaient pas oublié la guerre d'indépendance et Lafayette, ils le disent souvent. Et ils sont venus en 1917, ils sont revenus dès 1942. Les Anglais, évidemment ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et personne ne l'oublie. Mais le rôle majeur des Américains avec plus de boys quand même qui sont tombés. Hein. Le 6 juin, je crois qu'il y a à peu près 10 000 morts. Il y a 6 000 Américains, plus 6600 Américains qui tombent ce jour-là. Et puis les moyens financiers qu'ils ont apportés, les moyens matériels qui ont permis aux Anglais, aux Canadiens, à toutes les troupes du Commonwealth, aux Français, aux Danois, etc., de tenir et de faire la guerre, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Vous vouliez reprendre la parole, Guillaume Everno, je vous la donne. Juste pour en profiter, vous avez tout à fait raison, c'était aussi pour souligner que de toute façon, les États-Unis, dès leur entrée en guerre en 1941, la politique de Roosevelt, c'est Germany First. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter d'abord contre l'Allemagne nazie, d'écraser l'Allemagne nazie. Donc ce choix, il est totalement stratégique pour les Américains. Au-delà de ça, j'aimerais aussi rappeler quand même que le Royaume-Uni, il est aussi considéré comme étant le pays qui a réussi à tenir face à l'Allemagne nazie, puisque Hitler n'a pas réussi à envahir l'Angleterre, et ils ont réussi à reprendre pied en France à l'été 1944. Oui. Alors, on va regarder ensemble un extrait de documentaire, un documentaire qui sera diffusé sur notre antenne ce dimanche matin. Son titre, 6 juin 44, la lumière de l'aube. On se projette, l'aviation et la marine alliée ont pilonné la côte française. Ils ont raté leur cible, ils ont tiré un peu trop loin en craignant d'abattre les propres bateaux alliés. Et donc, quand les boys américains, canadiens, anglais, il y a quelques Français aussi, on en parlera, débarquent à Omaha Beach, ils seront nombreux évidemment à tomber sous la mitraille allemande. Regardez cet extrait. À peine sur la plage, les hommes sont cueillis par une défense allemande quasi intacte, qui les tire comme des lapins. Fait monter la mer plus vite que prévu. Les vagues d'assaut suivantes s'empalent sur les obstacles de Rommel, obligeant les hommes à débarquer dans une eau profonde. Incapables d'avancer, tous se regroupent au centre de la plage, réduits à envoyer le même message d'une effroyable concision. Sommes cloués sur place par artillerie ennemie. Crucifiés plutôt. Comme le montrent les rares clichés restants de Capa, tous les autres ayant été accidentellement détruits. Un courant violent déporte les embarcations. Les hommes se noient, entraînés par la charge de leur matériel. La mer est rouge, rouge comme Omaha la sanglante, où les hommes sont en perdition. Documentaire donc diffusé dimanche matin, 11h30 sur Public Sénat. Olivier Paccaud, il y a quelques 200 vétérans qui seront présents pendant ces 3 jours de commémoration. C'est une commémoration décennale, donc la prochaine, ce sera dans 10 ans, par définition, ils seront sans doute pas là. À quel point la transmission est plus ou peut-être pas d'ailleurs difficile sans eux, d'après vous ? Ce qui donne l'importance aussi de ce 80e anniversaire. Vous avez commencé tout à l'heure votre émission en montrant un témoignage d'un survivant, entre guillemets. Voilà. Quand on a une mémoire vivante qui s'exprime, ça change tout. Après, vous avez des moyens techniques qui nous permettent, avec la vidéo, de faire des choses très intéressantes. Mais mettre de la chair, et surtout des hommes qui ont un certain âge et qui dégagent de l'émotion, ça change tout. Alors, on continuera à commémorer, mais plus de la même façon. C'est évident. Donc,
Entre guillemets, profitons-en tant qu'ils sont là. Oui, Patrick Martin-Genier. Ce qui me paraît important, effectivement, les vétérans sont là, c'est une chance. Mais même dans 10 ans, quand ils ne seront plus là, aujourd'hui, il y a un passage du flambeau de relais. C'est-à-dire le relais des générations, c'est très important. Oui. C'est comme les pères fondateurs de l'Europe, ils sont tous disparus, mais il y a des jeunes qui s'investissent. On a vu un jeune, là, ce matin, à côté du président de la République, deux jeunes. Et donc, c'est très important que les jeunes puissent les connaître, parce que ce sont eux, même les Américains, les descendants des vétérans qui seront là dans les années ceux qui auront croisé ces vétérans, qui vont dire « je les ai croisés, voilà ce qu'ils m'ont raconté ». Pour que le message reste vivant à tout jamais. Oui. Émilie ? Oui, j'ai l'impression que cette transmission, elle n'est pas si facile que ça. Avec ou sans vétérans, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir ces vétérans qui racontent tout. Ça donne en effet de la chair à la mémoire. Mais je pense que les jeunes, on ne se rend pas compte à quel point ils ont un logiciel complètement différent. Et quelque part, cette histoire qu'on nous montre, elle est très différente de ce qu'on vit aujourd'hui. La donne, elle a véritablement changé. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que vous avez amorcé l'émission en disant il y a l'Ukraine, il y a des alliés européens qui, quelquefois, ont envie de jouer sur leur terre et pas forcément aider les autres, les États-Unis qui jouent aussi dans leur coin. Et finalement, les jeunes, ils sont nés avec ça. C'est difficile de leur transmettre. J'ai l'impression que c'est plus global que juste le débarquement qui fait un peu histoire ancienne. Ça remonte maintenant, hein, quand on arrivera à 100 ans. C'est loin pour des jeunes qui débarquent dans la vie et qui foncent. C'est presque comme un... Toujours le risque, plus l'événement s'éloigne. Oui, mais c'est de remettre en perspective par rapport à les géopolitiques et à ce qui change pour leur donner du sens. Peut-être un mot, Alexandra Saviana, sur l'iconographie du débarquement aux États-Unis. Il y a le rôle évidemment du cinéma, le rôle d'Hollywood à raconter. Oui, ça c'est certain. Juste avant de répondre à la question, je voulais rebondir sur ce que vous disiez concernant les jeunes. Par contre, je sais, et je suis d'accord avec vous sur le fait que la mémoire vive et cette disparition pose problème et qu'il y a un problème de transmission à terme. Mais il ne faut pas non plus oublier que dans les écoles, même si parfois ça peut être compliqué d'enseigner, il y a des enseignants qui font un travail formidable. Et j'en veux pour preuve que je regardais les chiffres avant de venir de participation au concours national de la résistance. C'est quand même 35 à 60 000 élèves. Ça fait des décennies que c'est encore en cours dans les écoles et ça montre l'engagement des jeunes à faire revivre cette histoire, justement. Si je peux me permettre, il y a une chose très importante. Moi qui suis allé à Hiroshima au Japon, il y a longtemps qu'il n'y a plus beaucoup de survivants, mais il y a un immense musée vivant du drame d'Hiroshima. Et je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle œuvre, un nouveau musée à construire qui sera bien vivant, hyper actif pour que les écoles puissent s'y rendre. Allez, je vous reposerai la question sur les États-Unis tout à l'heure, parce qu'on va consacrer un chapitre assez diplomatique et finalement ça rejoint la présence de Joe Biden et ce que ça peut avoir comme impact, un Joe Biden à côté des vétérans dans une campagne présidentielle. Donc je garde la question, je vous la poserai un peu plus tard parce que vous vouliez prendre la parole. Oui, si je peux me permettre... On va parler des commandos kiffeurs dans un instant. Oui, la mémoire, elle vit aussi de plus en plus par des commémorations qui sont organisées, mais au niveau local. Parce qu'un avion est tombé en août 1944. Oui, on se réapproprie. Exactement. On s'approprie un peu plus chaque petite commune va faire une petite stèle et va inviter, évidemment, les jeunes du village. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Moi, ça me frappe et je trouve que c'est très positif. Hommage également aux Français qui ont combattu ce matin, on l'a vu rapidement dans notre sujet d'ouverture, le président de la République était à Plumelec dans le Morbihan, il a salué la mémoire des résistants bretons des forces françaises de l'intérieur et la France libre au sein des forces spéciales britanniques. Écoutez. Ici tomba le premier soldat du débarquement, un soldat français. Jeune marin des Côtes d'Armor, le caporal Émile Bouétard avait choisi de rejoindre le général de Gaulle. Arrivé à Londres, après bien des périls, il renonça au service à la mer pour rejoindre l'infanterie de l'air. Il voulait être parmi les premiers à fouler le sol de France quand l'heure de la libération sonnerait. Il tint promesse au prix de sa vie. Émile Bouétard unit symboliquement à Saint-Marcel deux mondes combattants qui n'en font qu'un. Les résistants bretons des forces françaises de l'intérieur et la France libre. C'est cette mémoire que nous partageons ici, à Plumelec, en ce jour.
Guillaume Hiverneau, je reviens vers vous pour parler effectivement des soldats français qui ont participé au débarquement. Et là, on se concentre sur les 177 soldats du commando Kiefer qui ont débarqué à Sword Beach. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Combien d'entre eux ont survécu ce jour-là? Qu'est-ce que c'était Sword Beach? Juste avant, pour rebondir sur le passage que vous venez de montrer, ce que je trouvais très intéressant, c'est que le président de la République, dans son discours, il dit que la résistance de l'intérieur et la France libre ne font qu'un. J'aimerais juste rappeler que dans les faits, ce ne fut pas toujours le cas et qu'il faut quand même souligner que les soldats de la France libre, qui se considèrent comme une armée régulière, contrairement aux résistants de l'intérieur, considérés plutôt comme des forces de guérilla, voilà, des forces de l'ombre, il y a eu quand même des tensions et les résistants de l'intérieur ont eu du mal à s'affirmer vis-à-vis des combattants de la France libre. Voilà, c'était seulement un détail et maintenant j'en viens à votre question. Le commando Kiefer. Sur les commandos Kiefer, oui, tout à fait. Donc ils étaient donc 177, on les connaît bien, hein, commando Kiefer, qui faisait partie du numéro 4 commando, qui est en fait un commando britannique, donc ce sont des forces spéciales, hein, qui ont été entraînées en Écosse, qui sont sous commandement britannique, il faut le souligner, hein. Donc ce commando subit des pertes mesurées au cours du jour J, tout de même importantes évidemment, hein, il ne faut pas le négliger, mais mesurées puisqu'il s'agit à la fois de troupes d'assaut, donc leur capacité d'adaptation au combat est vraiment tout à fait différente. Et ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ces commandos, c'est que le fait que leur mémoire a longtemps été un peu mise de côté. Notamment puisque, en fait, notamment quand le général de Gaulle était président de la Ve République, il a mis en avant davantage le débarquement en Provence, celui du 15 août 1944, que celui de Normandie, le 6 juin 1944, puisque pour le débarquement de Normandie, il n'était pas convié, il a été prévenu à la dernière minute, etc. Et donc c'était le débarquement des Anglo-Américains. Donc, ces commandos français qui ont débarqué sous commandement anglo-américain ont pendant un certain temps été un peu mis de côté dans les mémoires et dans les commémorations internationales. Merci beaucoup Guillaume Hiverneau. Olivier Paccaud, c'est intéressant comment le pouvoir politique, alors on va parler évidemment d'aujourd'hui, mais restons sur cette époque, ouais. Et sur la façon dont le général de Gaulle finalement veut mettre en avant la participation française à sa façon dans les années qui suivent la libération. Alors, il y a eu un mythe de la résistance, hein, ouais. Le parti des 100 000 fusillés, etc. Et il y a une bonne partie des Français qui ont essayé simplement de survivre pendant... Il y a eu des résistants, Dieu merci. C'est la fierté de la France, mais ils n'ont pas été si nombreux que ça. Et effectivement, on a reconstruit, et le gaullisme, le communisme, les politiques en général ont effectivement toujours eu cette tendance à reconstruire un petit peu l'histoire. C'est la différence entre la mémoire et l'histoire. Bon, c'est éternel. César l'a fait avec la guerre des Gaules, et on le fait encore peut-être plus aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que le général de Gaulle a préféré le débarquement l'opération Dragoon, donc du 15 août, où effectivement les Français étaient beaucoup plus présents que de voir notre libération aux Américains et aux Anglais, effectivement. Oui. Ça, c'est vrai. Je voudrais, Patrick Martin-Genier, qu'on commence à se projeter un peu et à mettre en parallèle ces commémorations et la situation en Ukraine. À l'heure où on parle d'ambiguïté stratégique, ce sont les mots du président de la République, Emmanuel Macron. Quand il nous parle du courage des soldats français il y a 80 ans, quelle dimension ça prend pour vous ? Ben, écoutez, on est dans une situation extrêmement difficile avec un pays qui est agressé, où la Russie commet des crimes de guerre, où en réalité on n'arrête pas de dire, et il a raison, que c'est véritablement la démocratie, la liberté en Europe qui est en cause. Et donc lorsqu'on sait symboliquement que ce sont les Américains, parce que parfois on est quand même très sévère vis-à-vis des Américains, c'est eux qui nous ont libérés. Le général de Gaulle a permis à la France de garder sa grandeur et de sortir vainqueur de ce conflit, alors que la D'ailleurs, dans le dernier numéro de l'Express, il y a un récit passionnant sur la façon dont De Gaulle s'invite en fait pour arriver en France le plus tôt possible. Heureusement qu'il y a eu la conjonction de ces forces, les libérateurs américains, les Britanniques, les Canadiens qui sont arrivés, plus le général de Gaulle, avec cette concordance des forces, nous, la France a pu sortir la tête haute de cette guerre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande aussi lorsque le président de la République lance ce débat sur l'ambiguïté stratégique, sur l'éventuel parapluie nucléaire en Europe. Et effectivement, aujourd'hui, des missiles qui pourraient atteindre la Russie, l'éventuel envoi
envoi d'instructeurs en Ukraine, eh bien, on tire les conséquences de ce conflit d'il y a 80 ans en se disant c'est notre liberté qui est en cause. Si on veut demain que l'Ukraine puisse remporter cette guerre, il faut s'en donner tous les moyens. Et donc, on est vraiment dans une conjonction de l'histoire et de l'actualité. Et justement, le président ukrainien fait partie, on l'a dit, des invités de marque de ces commémorations du D-Day. On en parle tout de suite avec Samia Dechir. Bienvenue, bonsoir Samia. Le temps fort des commémorations, évidemment, c'est demain après-midi, cérémonie 25 chefs d'État, dont Volodymyr Zelensky. Oui, le président ukrainien sera présent aux côtés d'Emmanuel Macron, Joe Biden et des autres dirigeants européens sur la plage d'Omaha Beach, sur la côte normande, donc là où a eu lieu le fameux débarquement allié. Pile 80 ans plus tard, en invitant Volodymyr Zelensky, l'Europe en fait veut envoyer une image forte demain, celle des alliés unis derrière une Ukraine en guerre face à la Russie qui sera d'ailleurs donc la grande absente de cette cérémonie, alors qu'il y a 10 ans, Vladimir Poutine était présent pour les 70 ans du débarquement. Cette fois-ci, l'Élysée a estimé que les conditions, je cite, n'étaient pas réunies et a donc décidé de ne convier aucun représentant de Moscou. Volodymyr Zelensky qui va prolonger sa visite en France vendredi. Oui, après la cérémonie d'Omaha Beach jeudi, il sera donc reçu vendredi à l'Élysée où il va s'entretenir avec Emmanuel Macron à propos des besoins de l'Ukraine face à la Russie. Alors il faut savoir qu'il y a déjà des discussions entre les deux pays qui sont en cours sur l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. D'ailleurs, Emmanuel Macron aimerait pousser un peu l'idée d'une coalition européenne d'instructeurs militaires à envoyer à Kiev. Il a promis en tout cas que cette visite de Volodymyr Zelensky serait l'occasion de nouvelles annonces. Il va aussi, le président ukrainien, rencontrer des députés français. Oui, il est attendu vendredi matin à l'Assemblée nationale où il sera reçu à 9h30 par la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, avant de prononcer un discours dans l'hémicycle devant les députés. Et c'est une visite qui va intervenir à 48 heures en fait de l'élection européenne en France. Et donc l'opposition, elle accuse la majorité présidentielle de parasiter le débat de cette campagne. Je vous propose de regarder l'intervention hier du chef des députés Les Républicains et puis la réponse que lui a fait la présidente de l'Assemblée nationale. Je trouve regrettable qu'à 48 heures d'un scrutin européen, alors que la veille, le président de la République déjà s'est invité sur toutes les chaînes de télé pour tenir un discours de politique générale, nous parler d'Europe, venir parasiter ce débat européen. Notre Assemblée nationale participe finalement à cette confusion en recevant le président Zelensky. Il a été invité par le président de la République. Effectivement, nous ne choisissons pas la date de commémoration du 80 ans du débarquement qui arrive le 6 juin, à 3 jours du scrutin des élections européennes. On va revenir sur ces polémiques politiques, j'y arrive dans un instant. Merci beaucoup. Samia, à tout à l'heure pour notre second débat. Mais je voudrais d'abord, et je reste avec vous Patrick Martin-Genier, on va se concentrer pendant quelques minutes sur le Volodymyr Zelensky. Quel est l'enjeu pour le président ukrainien de cette visite ici? Mais l'enjeu, il l'a dit très clairement, c'est lui donner aujourd'hui les munitions, les armements, lui donner un blanc-seing finalement pour permettre d'utiliser ces armements, notamment ces missiles à longue portée. Ce qu'il demande aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens de gagner cette guerre. Et aujourd'hui, il ne les a pas, il manque de munitions, il manque d'armement. Il souhaite également que les missiles à longue portée puissent frapper sur le territoire russe, de façon à pouvoir frapper les sources donc de tous ces drones qui frappent le territoire ukrainien. Donc l'enjeu à lui, c'est aujourd'hui, alors qu'il est quand même dans une situation politique qui pourrait se compliquer en Ukraine, d'avoir tous les moyens qui vont lui permettre de gagner cette guerre. Or, ce n'est pas gagné. Il va rencontrer Emmanuel Macron, il va parler à Joe Biden. Joe Biden qui a dit qu'il fallait donner tous les moyens à l'Ukraine, mais on voit bien qu'il est un peu irrité de cette frilosité occidentale et de l'OTAN qu'on n'arrive pas à surmonter au final parce que les États-Unis sont en train d'évoluer sur leur position, mais ne sont pas toujours franchement pour l'utilisation de missiles qui frapperaient le territoire russe. Joe Biden a toujours peur d'une troisième guerre mondiale. Ouais, Olivier Paccaud. Moi, j'avoue que je ne vais pas reprendre ce que dit Olivier Marleix, mais je ne suis pas sûr que
mélanger totalement diplomatie et commémoration soit une bonne chose. Mais c'est toujours le cas. C'est souvent quand le cas. 25 chefs d'État sont réunis, ils ont envie de faire de la diplomatie. Bien sûr. Et de toute façon, la diplomatie se base sur l'histoire. Bon, mais peut-être qu'il aurait fallu faire un sommet spécifique autour de M. Zelensky ailleurs. Pas forcément à cette date, parce que l'Ukraine n'était pas un État libre qui a participé au combat de 1944. Il y a eu des soviétiques comme ça qui étaient ukrainiens. Mais exactement. Donc ils ont participé à la libération. Et alors, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier le rôle de la Russie en 1944, comme il ne faut jamais oublier, je ne veux pas mettre plomber l'ambiance, mais ne jamais oublier le pacte germano-soviétique de 1939, qui a facilité considérablement l'invasion de tout l'Occident par les nazis, avec la complicité des Russes à ce moment-là. Comme quoi, l'histoire et la diplomatie sont très compliquées. Et là, j'ai l'impression qu'on mélange un tout petit peu tout quand même. Il y a eu le format Normandie quand même, il y a une dizaine d'années. Alors il faut rappeler ce que c'est, en quelques mots, le format Normandie. Eh bien, c'était effectivement le président ukrainien, c'était monsieur donc Poutine. Il y avait à l'époque Angela Merkel, le président de la République française, c'est ça, j'en oublie pas, qui effectivement avait participé précisément à tenter de rétablir une sorte de paix en Ukraine avec ces accords de Minsk qui n'ont jamais réussi. Oui, et qui finalement n'ont pas été appliqués. C'est aussi l'avenir de la défense européenne qui se joue là dans les prochaines heures. Ça sera sur la table de la discussion. Ça donnera en tout cas une indication, une impulsion sur la manière dont les États-Unis et l'Europe envisagent la suite des événements en Ukraine. Je pense aussi, on parlait d'élections justement tout à l'heure, que effectivement l'actualité s'entrechoque pour absolument tous les chefs d'État, beaucoup des chefs d'État et de gouvernement présents, étant donné que on parlait des élections européennes. Volodymyr Zelensky est dans une situation politique délicate chez lui. Il y a aussi les élections britanniques qui arrivent, donc tout ça va s'entrechoquer. Ça rend effectivement plus compliqué aujourd'hui les discussions autour de la défense. Donc ce 6 juin, c'est une occasion pour entamer des discussions dans un cadre plus informel et pour permettre peut-être d'arriver à une décision plus concrète sur ces fameux instructeurs dont on parlait dans le reportage. Guillaume Hiverneau, cette dimension politique, diplomatique, avec beaucoup de chefs d'État réunis à l'occasion des commémorations du D-Day, ça date de quand ? C'est relativement nouveau ? En fait, non, c'est très ancien. Commémorer, c'est toujours un acte politique. Mais s'il faudrait donner un seul exemple, en fait, c'est que ces commémorations du 6 juin 1944, la première fois où elles ont pris cette dimension internationale, avec des chefs d'État, plusieurs chefs d'État qui sont conviés pour les mêmes cérémonies, c'est le 6 juin 1984. Notamment à l'initiative du président américain Ronald Reagan à l'époque. Et ce qu'il faut rappeler, parce que en fait la diplomatie et les commémorations ont souvent été liées, tout le temps été liées quasiment. Et pour prendre cet exemple de 1984, lorsque Ronald Reagan chapeaute un peu ces commémorations qui ont lieu à la pointe du Hoc, donc en secteur américain, c'est un peu au moment de la crise des missiles en Europe avec l'Union soviétique. Donc c'est aussi un moment pour le président américain de rassembler les forces de l'OTAN et de réaffirmer cette force de l'OTAN. Et deuxième enjeu politique à l'époque, c'était de réaffirmer la puissance américaine et notamment le prestige guerrier américain qui avait été largement entamé par la guerre du Vietnam quelques années auparavant. Effectivement, donc ça fait quand même 4 décennies où, si je comprends bien, ça a été plutôt des militaires et moins de chefs d'État, c'est ça, qui étaient réunis en Normandie ? Tout à fait. En fait, avant 1984, si vous vouliez, vous avez 2 types de commémorations. Vous aviez d'un côté les commémorations plutôt militaires, donc vraiment des opérations, du débarquement, etc. Vous n'aviez pas toujours des chefs d'État, vous aviez des représentants, mais c'était plutôt des généraux, etc. Et de l'autre côté, vous aviez des civils, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus dans ces opérations. D'ailleurs, on a encore une cérémonie ce soir qui le montre. Et d'un côté, donc, vous aviez les civils qui commémoraient les victimes, notamment des bombardements. Et à partir de 1984, vous avez des véritables cérémonies internationales qui ont lieu tous les 10 ans, avec quelques nuances pour le 65e et 75e anniversaire du débarquement qui aussi ont pris une dimension internationale. Mais voilà, le tournant, c'est vraiment l'année 1984. Et effectivement, on va beaucoup entendre Emmanuel Macron tout au long de ces 3 jours. Ça a commencé aujourd'hui, on l'a vu dans notre sujet d'ouverture avec Sandra Cerquera, premier discours dans la matinée à Plumelec, exercice que le président de la République
affectionne Émilie Zapalski, on peut dire ça comme ça. Vous avez même décompté ces hommages. Oui, depuis son élection en 2017, il n'y a pas eu moins de 28 hommages nationaux. Et ça sans compter les panthéonisations, dont Simone Veil, Joséphine Baker. Alors je me suis fait un petit plaisir parce que c'est rare que ce soit des femmes, donc je cite surtout les femmes. Sans compter aussi les multiples hommages rendus dans la Cour des Invalides, aux militaires morts pour la France, aux personnalités qui ont compté, Gisèle Halimi, Hélène Carrère d'Ancos, aux artistes défunts, Charles Aznavour, Jean-Paul Belmondo, Pierre Soulages, Michel Bouquet. Alors, bien sûr, on ne peut pas reprocher au président de célébrer les moments importants de l'histoire de France. On ne peut pas non plus lui en vouloir d'avoir vu durant ses quinquennats partir des grands hommes ou des grandes femmes, ou connu des moments tragiques comme la terrible décapitation de Samuel Paty, puisqu'évidemment, il y avait eu un hommage. On peut toutefois noter cette tendance très développée chez Macron à multiplier ces instants mémoriels, je reprends un petit peu son vocabulaire, accompagné le plus souvent d'une très belle mise en scène, de discours lyriques, soignés, avec beaucoup de silence, un ton assez lent, et il faut le dire, il est plutôt bon dans cet exercice. Est-ce qu'on peut dire que cette propension au mémoriel commence dès son élection? Ben oui, souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez l'image en tête, mais sûrement, après l'élection, déambulation, tout seul dans la cour du Louvre, fier comme un roi, juste avant un discours qui était aussi très solennel. S'en est suivi aussi en 2018 la fameuse itinérance mémoriale, il fallait trouver le mot, pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis même avant son élection, il y avait des signes avant-coureurs de cette addiction pour le passé et l'histoire, c'était bien là. Exemple avec sa déclaration en 2016, lors d'une commémoration de Jeanne d'Arc à Orléans. Il n'est alors que candidat. Je le cite, « Le passé toujours brûle notre époque et le présent est gros de ce qui a été ». Alors, j'ai pas le même ton sûrement. Comment expliquez-vous ce qu'on peut qualifier de fascination? Alors, sans faire une analyse psychologique, je me lancerai pas là-dedans. J'ai quelques hypothèses pour expliquer cette espèce de commémoration mania. Première hypothèse, marquer l'histoire. On sait que c'est un des objectifs d'Emmanuel Macron, comme si parler de l'histoire des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué la France, l'intégrer d'office à cette liste. C'est important pour lui, on le sait. Deuxième hypothèse, faire de la politique et relire les événements d'aujourd'hui, comme la montée de l'extrême droite, à la lumière du passé, pour glisser quelques messages bien ciblés. On a parlé là des élections européennes, évidemment. Le tout en tentant aussi de trouver des arguments pour rassembler cette France qui est largement archipélisée. Et puis, dernière hypothèse. Dernière hypothèse, c'est trouver sa place dans une ambiance intérieure qui est peu propice à ces réformes, avec une majorité de plus en plus relative, la montée du Rassemblement national, les critiques sur son bilan. Et puis, face à un contexte européen et international dont il a du mal à profiter, malgré son caractère très déterminé sur ces sujets-là. Reste à savoir si ce rôle qui lui sied à merveille, on peut dire que c'est l'un de ses meilleurs rôles. Est-ce que ça a un véritable impact dans l'opinion publique ? Peut-être qu'il y a finalement trop de représentation pour vraiment marquer les esprits. Tout comme l'impôt, on pourrait dire que trop de commémoration tue la commémoration. Je ne sais pas si c'est bienvenu le mot tue, mais c'est là. Oui, alors, j'entends votre argument, mais on a commencé ce débat, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on a commencé ce débat sur l'importance de la transmission. Donc je ne vais pas reprocher à un chef de l'État de jouer son rôle dans la transmission de la mémoire. Votre avis là-dessus, Olivier Paccaud? Moi, je partage l'avis d'Émilie, à savoir qu'il y en a trop. Et pourtant, c'est important. On peut effectivement ressouder, rassembler une nation autour de ce que moi j'appelle le calcaire des larmes partagées. Mais là, il y en a trop. C'est comme si on déclenche une avalanche et qu'on pense, c'est le cas du président, qu'il va resplendir sur la neige de la mémoire. Mais non, il va être enseveli par la neige de la mémoire et on va rien retenir. Vous savez, la panthéonisation, c'est un bon exemple. Il y a eu 6 panthéonisations sous Emmanuel Macron. Sous Charles de Gaulle, une seule. Jean Moulin. Sous Nicolas Sarkozy, une seule. Aimé Césaire. Alors, je crois que François Mitterrand en avait fait 7, mais il a fait 2 mandats de 7 ans. Bon, je pense qu'il en fait un peu trop. Et c'est navrant. Et alors, on a... Excusez-moi, mais je termine sur le ton martial. Oui. Effectivement, alors je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur rôle. Il aime le théâtre. C'est bon. Mais il se met en scène. C'est le comédien malgré lui, entre guillemets. Il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Et je pense que malheureusement, ça brouille un message. Trop de commémoration tue la commémoration. Je suis totalement d'accord avec vous. Patrick Martin-Jeunier, votre avis là-dessus? Et peut-être, je vais préciser un peu plus ma question, puisqu'on est à 3 jours des élections européennes et qu'on reproche à Emmanuel Macron d'instrumentaliser les commémorations du D-Day dans la perspective de ces élections. On peut au moins lui reconnaître une vraie cohérence européenne à Emmanuel Macron.
Oui, notamment dans ces commémorations. Écoutez, le chef de l'État est dans son rôle, comme le général de Gaulle aimait aussi la théâtralisation de la vie politique. Le président de la République sous la Ve République, il est au-dessus des contingences partisanes et politiques, donc il est dans l'incarnation. Je ne suis pas en situation de dire s'il en fait trop ou pas assez. Ce que je dirais, c'est qu'en 1984, même chose, il y avait des élections européennes. En 1994, tous les dizaines de commémorations, il y a toujours des élections européenne. On n'a jamais reproché à François Mitterrand, à Nicolas Sarkozy ou à un autre d'avoir instrumentalisé ces commémorations. Il n'est pas venu à la télé juste le soir. Oui. Oui, alors ça, c'est la question. C'est un choix quand même. C'est la question de sa présence à la télévision demain soir. Le président de la République a toujours été européen. Je ne parle pas en son nom, bien évidemment. Mais je veux dire, il a un engagement européen très important, comme d'autres peuvent l'avoir, à droite comme à gauche. Et donc, effectivement, il va parler surtout des commémorations. Maintenant, il reviendra à l'ARCOM de vérifier si les propos du chef de l'État sont plus proches d'une campagne politique à la veille des élections européennes ou des cérémonies de commémoration. Alors ces 3 jours de commémoration sont aussi un casse-tête sécuritaire, c'est ce que nous rappelait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En tout, plus de 43 000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires seront mobilisés durant toute la semaine prochaine pour commémorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre liberté. 3 jours de commémoration, donc, du 5 au 7 juin, avec le président des États-Unis d'Amérique, vous l'avez vu, le chef de l'État ukrainien, le roi Charles, et bien sûr la plupart des dirigeants européens qui ont participé à la libération de notre pays. Plusieurs centaines de vétérans, notamment américains, seront présents. Une ferveur populaire, je l'ai dit, quasiment 1 million de personnes qui pourra assister à ces cérémonies. Alexandra Savien, c'est aussi un casse-tête diplomatique. On peut le dire, 25 délégations, dont la délégation américaine qui n'est pas la plus simple à accueillir sur son sol. Absolument, mais ça, et d'ailleurs, délégation américaine qui va rester 5 jours, un long voyage, donc un casse-tête diplomatique, un casse-tête sécuritaire pour les forces de l'ordre qui sont déjà éprouvées par les Jeux Olympiques à venir. On a vu ce qui s'est passé notamment récemment en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, c'est une logistique qu'il faut parvenir à gérer. Cela étant dit, on parlait de transmission de la mémoire. Le symbole va être tellement fort demain et l'image va être si importante que quelque part le jeu en vaut la chandelle pour le chef de l'État qui voit une manière d'inscrire l'événement durablement dans ses 2 mandats finalement. 3 jours et 6 discours. Je pense qu'il aurait peut-être été plus inspiré pour le président d'avoir des gestes sans forcément le discours. Voyez, je pense que c'est là que la parole, en fait, s'efface en étant trop volumineuse. Et pour moi, le pompon, c'est le 7, à Bayeux. Il va à Bayeux, sur les traces du général de Gaulle, et là, c'est pas la bonne date, parce que c'est le 14 juin 1944 que le général de Gaulle est allé à Bayeux. Oui, mais il y a eu le discours de Bayeux aussi, fondateur de la Ve République. Bien sûr. Après. OK, mais le faire le 7 juin, c'est un petit peu gros. Voilà, et je pense en plus que son message, qui pourrait peut-être être très intéressant, sera brouillé par ce qui aura été dit le 6 juin et le 5 juin, c'est ça? Est-ce qu'il peut faire une annonce forte demain soir à la télévision, Emmanuel Macron, sur l'Ukraine, évidemment? Oui, parce qu'il va y avoir des concertations, c'est un vaste ballet diplomatique, vous l'avez dit. Il va y avoir des discussions franches, d'ailleurs, entre le président Zelensky, Joe Biden et Emmanuel Macron. Et on sait que les États-Unis sont un peu réticents pour s'engager plus avant en Ukraine, sur les missiles, sur l'envoi des troupes, etc. Donc si, effectivement, peut-être la coalition d'instructeurs, il pourrait y avoir encore totalement officielle, et donc... Non, oui, mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fuitent. Et donc la diplomatie, par définition, ça doit rester secret jusqu'à ce qu'on ait une annonce officielle. Mais c'est dans ce sens qu'il va agir sur les plages du débarquement ou en Normandie ou ailleurs. Il va tenter effectivement de monter cette coalition et à un moment donné, il faut être cohérent. Oui, la France seule ne pourra pas y aller. Donc si il y a des chances de faire cette coalition au nom de la liberté, je pense qu'il pourra peut-être faire une annonce. Un mot là-dessus, Alexandra Oui, Savien. avec des alliés européens, notamment les pays baltes, qui poussent très fort en faveur de cette coalition d'instructeurs. Le président Macron n'est pas le seul. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, s'exprimait la semaine dernière dans le Financial Times et disait clairement qu'elle validait ce projet-là. Et à la question que se passerait-il si jamais un de vos instructeurs, un instructeur estonien ou européen, était touché par une frappe de Moscou lors d'une opération, je précise que ce sont des instructeurs qui ne sont pas combattants, ce sont bien des instructeurs. Elle répondait, eh bien, chaque pays devra prendre son risque
Et on n'imagine pas d'ailleurs un déclenchement de l'article 5 de l'OTAN, de la clause de défense commune dans cette configuration-là. Ceci dit, excusez-moi. Tout dernier mot, très vite. Le distinguo entre instructeur et combattant, il est quand même assez fin. Surtout avec des systèmes d'armes complexes. Les Ukrainiens ne réclament pas des instructeurs, ils réclament des armes et des munitions. Bon, allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler vos livres, Alexandra Saviana, Les scénarios noirs de l'armée française, livre publié chez Robert Laffont, et Patrick Martin-Genier, L'Europe a-t-elle un avenir, aux éditions Studirama. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.